Cette semaine, en enquête, des catastrophes aériennes causées par l'état de fatigue des pilotes d'avion. Des pilotes épuisés qui s'endorment en plein vol. T'es rendu tellement à une fatigue extrême que tu contrôles plus vraiment la totalité de ton profil de vol. Je suis tombé endormi pendant quelques minutes. Lorsque je me suis réveillé, j'ai vu que les deux autres pilotes dormaient eux aussi. Nous étions tous endormis en même temps, pendant la montée. Bienvenue à Enquête. Officiellement, les autorités se veulent rassurantes. Tout est mis en place pour garantir la sécurité des passagers à bord des avions. Tout est vérifié minutieusement sur les appareils avant le décollage. Mais il arrive que parfois, dans certaines compagnies aériennes, on néglige un simple détail qui pourtant a une importance cruciale. L'état des pilotes qui doivent effectuer de longues heures de vol et qui sont exténués. Au Canada, peu importe à quelle heure vous commencez, à quelle heure vous vous êtes levé, ou que vous soyez dans votre cycle circadien, vous pouvez travailler pendant 14 heures. Enquête sur un état de fatigue qui peut s'avérer fatal. Il est 23h56. Le vol 347 du transporteur Régionnaire se prépare à atterrir à l'aéroport de Sept-Îles en provenance de l'île d'Anticosti. Un épais brouillard enveloppe la côte nord. La visibilité est presque nulle. En quelques secondes, ce vol de routine vire à la catastrophe. On n'aurait pas dû continuer, on aurait dû remettre les gaz et il a commencé à tourner l'avion. Et puis, c'est là qu'il était trop tard. Puis ça se peut pas. Puis là, je m'ai ouvert les yeux, j'ai regardé, puis il y avait un gros trou dans l'avion. Puis il y avait plus de pilote, il y avait plus de tableau de bord, il y avait plus rien. L'écrasement du vol 347 de Régionnaire est survenu il y a 10 ans. Mais l'histoire de cette tragédie révèle une menace qui plane depuis longtemps sur notre système de transport aérien, des pilotes surmenés et épuisés qui se retrouvent aux commandes d'avions de ligne. L'avion peut fonctionner pendant 20 heures, mais l'humain, non. Il n'y a rien comme une carcasse en feu pour attirer l'attention. Même avec 250 morts dus à des pilotes épuisés, on n'a pas appris la leçon. L'autre tune que je vais faire, c'est Rusted from the Rain. Serge Gagné a 38 ans. Il vit dans la région de Québec avec sa femme et ses 3 enfants. Depuis sa jeunesse, il a toujours rêvé de devenir pilote d'avion. Mais jamais il n'a imaginé à quel point ses débuts dans l'industrie allaient virer au cauchemar. Au cours d'été 1999, Serge Gagné vit à Sept-Îles et travaille pour 2 compagnies aériennes, Confortair et Régionnaire. Ses horaires de travail sont épuisants, comme pour la plupart des jeunes pilotes qui veulent un jour devenir capitaine. Tu peux pas être capitaine si t'as pas mis l'heure, plein de choses comme ça. Et puis, c'est ce qui fait qu'il y a une heure de vol qui se présente. Tu y vas, tu montes ton carnet de vol, tu montes ton expérience. Et les heures de repos, ben, c'est secondaire. Ses journées de travail sont souvent de plus de 12 heures et il travaille pendant 30 jours d'affilée sans aucune journée de congé. Au fil des jours, il sent la fatigue s'accumuler. Chaque jour, tu continues et tu te rends compte, oh, c'est de plus en plus difficile. Puis c'est surtout l'aspect psychologique. Tu te rends compte, oh là, ça me tente plus. Là, plus ça va, là, plus tu te dis, ça me tente plus, je suis tanné, je suis fatigué. Tout comme Serge Gagné, de nombreux autres pilotes nous ont confié avoir été épuisés aux commandes en raison d'horaires extrêmement chargés. Mais au cours de la dernière décennie, Ottawa n'a pas cru bon intervenir. Ce n'est pas une priorité, selon le grand patron qui supervise l'aviation civile au Canada, Martin Healy.
C'est un facteur, mais nous croyons que ce n'est pas majeur. Pour tout accident, il y a de nombreux facteurs responsables. Le Bureau de la sécurité des transports n'a pas identifié la fatigue des pilotes comme étant un problème majeur. C'est le même son de cloche du côté de l'industrie. John McKenna dirige l'Association du transport aérien du Canada. Nous, on considère que le système AGAT fonctionne et les compagnies ont leur propre politique. Et au Canada, on n'a pas d'incident relié à ça. J'ai pas d'incident en mémoire relié à ça nécessairement, à la fatigue. Pourtant, depuis 10 ans au Canada, la fatigue a été soulevée comme facteur par le Bureau de la sécurité des transports dans une douzaine d'accidents qui ont fait 28 morts. Et depuis 15 ans aux États-Unis, des accidents causés par des pilotes épuisés ont fait au moins 250 victimes. De nombreux incidents ne font jamais les manchettes, mais il y a un endroit où les pilotes américains peuvent se vider le cœur et confier de façon confidentielle leurs craintes les plus profondes sur un site de la NASA. Je suis tombé endormi pendant quelques minutes. Lorsque je me suis réveillé, j'ai vu que les deux autres pilotes dormaient eux aussi. Mais j'étais trop fatigué pour me tirer de mon état comateux et pour me rendre compte que nous étions tous endormis en même temps, pendant la montée. Pas en être certain. Les effets de la fatigue commençaient à devenir évidents. Je craignais un désastre. Pendant au moins 6 minutes, notre avion n'était pas à l'altitude où la tour de contrôle croyait que nous étions, et personne n'a communiqué avec nous. Nous avons atterri sains et saufs, mais j'ai fait des erreurs que je n'avais jamais faites auparavant. On ne peut pas laisser des pilotes fatigués accumuler des erreurs qui feront boule de neige et provoqueront un écrasement. Je n'ai jamais été aussi épuisé, même pendant mes jours de congé. À quel point des pilotes épuisés posent-ils un risque? La réponse à cette question se trouve aux antipodes du Québec, en Australie. Les Australiens doivent voyager par avion sur de longues distances en raison de leur isolement géographique. Il n'est pas surprenant qu'on effectue ici certaines des recherches les plus avancées sur l'épuisement des pilotes. À l'Université de l'Australie du Sud, à Adélaïde, une équipe effectue des expériences sur le manque de sommeil. Elle est dirigée par le psychologue Drew Dawson, un des experts les plus réputés au monde dans ce domaine. Il a effectué des travaux pour Transport Canada en espérant améliorer les pratiques de notre industrie aérienne. La plupart du temps, la décision de piloter fatigué n'entraîne pas de conséquences néfastes. Donc, les pilotes ont constamment l'impression que ce n'est pas grave. Mais quand les choses virent mal, il n'y a généralement pas de survivants qui puissent tirer une leçon. Une de ces études démontre que les pilotes qui ont 5 heures de sommeil ou moins font 2 fois plus d'erreurs aux commandes. Ces recherches montrent aussi qu'après 18 heures debout, les pilotes performent comme s'ils étaient en état d'ébriété. Il serait inacceptable pour un pilote d'être en service avec un taux d'alcool de 0,08 ou plus. Pourtant, il n'est pas rare que les facultés d'un pilote soient affaiblies autant, mais pour des raisons différentes. Et ça soulève de très importantes questions de sécurité. Au Canada, il y a 10 ans, un autre chercheur a obtenu des résultats troublants en analysant l'activité cérébrale de pilotes effectuant de longs vols. Tout comme Drew Dawson, le psychologue Hal Weinberg a effectué sa recherche pour le compte de Transport Canada et lui aussi espérait aider à changer les choses. Il a remarqué que lorsque tout va bien pendant un vol, le cerveau des pilotes fonctionne par automatisme. Mais si les choses vont mal, les pilotes épuisés sont vulnérables. Lorsqu'ils sont très fatigués, ils ont de la difficulté à passer d'un mode automatique à un mode actif. S'il y a une urgence, vous devez quitter brusquement ce mode automatique et traiter de l'information complexe et imprévue. Et c'est là le danger. Au cours des mois de juillet et août 1999, Serge Gagné vole sans cesse.
Il effectue 60 heures de vol de plus que ne le permettent les règles de Transport Canada. L'été, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de vols, ce qui fait qu'en volant pour 2 compagnies, évidemment, là, tu t'arranges avec un carnet de vol qui dépasse rapidement ce que tu as droit. Pourtant, les règles canadiennes interdisent aux transporteurs aériens de mettre à l'horaire des pilotes qui dépassent les limites permises. C'est ce qui devrait se passer. Par contre, c'est pas suivi nécessairement rigoureusement. Tu dois se mettre tes heures de vol mensuellement. Ce qui fait qu'au bout de 30 jours, là, tu peux très bien avoir facilement dépassé tes heures sans même t'en rendre compte. Lorsque nous avons l'occasion de vérifier les heures de vol et que nous trouvons qu'elles ne sont pas conformes aux règles, nous nous en occupons. Mais on ne peut vérifier ça tous les jours. De plus, les règles canadiennes ne tiennent pas compte d'un élément primordial qui touche les pilotes qui traversent plusieurs fuseaux horaires. Ces pilotes peuvent avoir de la difficulté à rester éveillés car leur horloge biologique croit qu'il est temps de dormir. C'est ce qui s'appelle une perturbation du rythme circadien. Les facteurs reliés à l'heure du jour sont essentiels pour déterminer le niveau d'éveil ou de fatigue. Il y a peu de pays qui en tiennent compte dans leur réglementation ou qui prennent en considération les effets du décalage horaire. Ce phénomène a joué un rôle important dans l'écrasement d'un avion cargo de la compagnie MK Airlines à Halifax en 2004, tuant 7 personnes. Le Boeing 747 est parti du Luxembourg. Il a franchi 6 fuseaux horaires, puis a fait escale au Connecticut avant de se diriger vers Halifax. Les pilotes avaient une grande envie de dormir au moment de l'écrasement car leur rythme circadien était à son plus bas. Le pilote Barry Wisnowski a fouillé les décombres avec l'équipe qui a fait enquête sur cet écrasement. Il est responsable du programme de lutte à la fatigue pour l'Association des pilotes d'Air Canada. Nous l'avons rejoint à Los Angeles, où il assistait à une rencontre sur la sécurité aérienne. Nos règlements sont dépassés. D'autres pays basent leurs limites de vol et de temps de service sur la science. Les nôtres ne le font pas. Nous n'avons pas modifié nos règles depuis 1995. Et avant ça, ça datait des années 40. En Europe, la journée de travail d'un pilote qui commence aux petites heures du matin est plus courte pour tenir compte du rythme circadien. Mais ce n'est pas le cas au Canada. Au Canada, peu importe à quelle heure vous commencez, à quelle heure vous vous êtes levé, ou que vous soyez dans votre cycle circadien, vous pouvez travailler pendant 14 heures. C'est une importante question de sécurité. Après la pause, des pilotes sous-payés qui vivent à des milliers de kilomètres de leur base de travail. C'est mon autre chez moi. Je viens ici pour travailler. Je vis en Indiana et je voyage entre les deux. Ce n'est pas la vie prestigieuse qu'on imagine en aviation. Des conditions de travail difficiles combinées à la fatigue peuvent former un cocktail mortel. Le 12 février 2009, le vol continental 3407, effectué par le transporteur régional Colgan Air, se dirige vers Buffalo, en provenance de Newark, avec 49 personnes à bord. Colgan 3407, contact Tower 120.5. Have a good night. 407. Colgan 3407, approach. Mais à quelques kilomètres de la piste d'atterrissage, le bimoteur Dash 8 disparaît des écrans radars. You got him? No. What's his call sign? Colgan 3407. Colgan 3407, Buffalo. I don't have him. All right, call him. He just disappeared over the market. I've seen that. Out there? Nothing. Well, we're looking for him. Colgan 3407, Buffalo. Colgan 3407, Buffalo. Can somebody get some help for my daughter? She's hysterical.
L'avion s'écrase sur une maison dans un quartier résidentiel, faisant une victime au sol et tuant les 49 passagers et membres d'équipage. Le vol de Colgan Air est devenu le symbole tragique d'un système qui pousse des pilotes au bord de l'épuisement. Un ami m'a appelé en pleine nuit. J'ai allumé mon téléviseur et c'était là. Je le savais au fond de moi-même, car il n'était pas rentré à la maison. Kathy Johnston a perdu son mari, Kevin. Il était un passager du vol 3407. Je suis allée sur le site. On nous a amenés 3-4 jours après l'écrasement. La queue de l'avion était encore là. Il faisait un froid de canard, mais c'était ensoleillé. Il n'y avait que les familles qui étaient là et c'était très émouvant de voir ça. C'était horrible. À Washington, Mary Schiavo a été l'inspectrice générale du département des Transports des États-Unis durant les années 90. Elle a dû faire face au lobby de l'industrie aérienne. Nous ne pouvions pas faire changer les lois ou améliorer la sécurité. Nous ne pouvions rien faire, sauf pendant un très court laps de temps après un écrasement. C'était comme si on légiférait aux dépens des victimes. Elle se bat depuis longtemps pour réduire les accidents comme celui de Colgan Air, et elle plaint les pilotes qui étaient aux commandes. Ils avaient des horaires de vol éprouvants, de courts vols, 5 à 6 segments par jour. Ils volaient sur des avions qui n'ont pas de pilote entièrement automatique et ils étaient mal payés. Les conditions étaient réunies pour une catastrophe. Selon l'enquête officielle, les pilotes du vol de Colgan Air n'avaient pas de formation suffisante et ils ont fait une série d'erreurs. Mais c'est le trajet de la copilote avant l'écrasement qui est particulièrement troublant. Rebecca Shaw, une jeune pilote de 24 ans, a décroché un emploi avec Colgan Air à partir de l'aéroport de Newark. Mais elle n'avait pas les moyens de vivre dans la région de New York. Elle habitait chez ses parents, à Seattle, et voyageait pour se rendre au travail. Elle habitait de l'autre côté du pays. Il est facile de dire que c'était son choix, mais vraiment, ça ne l'était pas. Elle gagnait seulement 16 000 $ par année. À ce salaire-là, si vous avez une famille, vous avez droit aux bons alimentaires. Vous gagnez à peu près le salaire d'un employé de Taco Bell. Je crois même que Taco Bell paie davantage. La veille, elle a donc pris un vol de nuit de Seattle à Memphis, puis de Memphis à Newark, assise sur le strapontin d'un avion cargo. Elle avait l'habitude d'essayer de dormir sur un sofa du salon des employés, parce que Colgan Air ne lui aurait pas payé une chambre d'hôtel avant le début de son quart de travail. Ils ne sont pas payés pour voyager ou pour se loger à l'hôtel. Ils ne se reposent pas adéquatement. Je crois que tout le monde, et pas seulement nous, a été renversé d'apprendre à quel point leur salaire était maigre. Ils ont toutes ces vies entre leurs mains et gagnent si peu. J'étais renversée. Pour les représentants de l'industrie, la faute repose sur la copilote elle-même. C'est pas professionnel. Est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être mises en place pour empêcher ce genre de choses-là? C'est très délicat parce que là, à un moment donné, ils vont dire que vous vous inséminez dans ma vie personnelle. Certains croient que ces longs trajets pour se rendre au travail devraient être interdits. Mais en contrepartie, les pilotes devraient être mieux rémunérés, dit Mary Schiavo. Avoir des pilotes reposés, ça va coûter plus cher. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que des pilotes vivent à New York, par exemple, avec seulement 16 000 $ par année. Les pilotes qui travaillent à partir de grands centres doivent rivaliser d'originalité pour se trouver un logement temporaire abordable. Un des exemples les plus frappants se trouve au bout de la piste 25 de l'aéroport de Los Angeles.
Au beau milieu d'un stationnement, il y a une centaine d'autocaravanes qui forment un village improvisé. C'est mon autre chez moi. Je viens ici pour travailler. Je vis en Indiana et je voyage entre les deux. Jerry travaille pour un gros transporteur aérien américain. Il y a des gens de toutes les compagnies. United, American, US Air. Il y a des pilotes, des mécaniciens, des agents de bord. Tous ceux qui travaillent dans l'industrie aérienne. Il n'y a pas d'alimentation électrique, pas d'eau courante, pas de plomberie. Mais à 120 $ par mois, c'est une aubaine. Et au moins, le soleil est abondant et sert à produire de l'électricité. Ce n'est pas la vie prestigieuse qu'on imagine en aviation. La dernière chose à laquelle je m'attendais à mon âge, c'était de vivre dans le stationnement de l'aéroport. Et comment arrivez-vous à dormir ici avec tout ce bruit? Bien, ça peut être difficile parfois, comme vous pouvez le remarquer. C'est une des choses qu'on doit endurer. S'ils ne vivaient pas là, ils seraient très fatigués. Ils ont trouvé une façon de dormir et ils ont créé ce parc de roulottes. C'est triste que ça doive se rendre jusque-là, mais c'est mieux que rien. Au Canada, la situation économique n'est guère meilleure pour les jeunes pilotes qui commencent. Tom Luxemburger de Courtenay, en Colombie-Britannique, a commencé à piloter en 1997. Il faut être un peu sadique. À ma connaissance, il n'y a aucune autre profession au Canada où vous devez payer un minimum de 40 000 $ en formation pour ensuite vous retrouver avec un emploi au salaire minimum. Quand j'ai commencé à Moosonee, en Ontario, bon, j'étais quand même logé et nourri, mais je faisais que 12 500 $ par année. Et si j'avais refusé cet emploi, il y aurait eu au moins une vingtaine d'autres gars prêts à le prendre. Pour augmenter ses heures de vol, il est allé travailler au Yukon, où il vivait avec d'autres pilotes dans une petite roulotte poussiéreuse et remplie de mouches noires. Les horaires étaient tellement chargés que le pilote et le copilote faisaient des siestes à bord de l'avion. À un certain point, les siestes en vol n'étaient plus suffisantes. On n'arrivait plus à rattraper le sommeil perdu. On continuait à travailler 14 heures par jour, jour après jour, jusqu'à ce que l'ouvrage soit terminé. En 1999, Serge Gagné a accepté un horaire surchargé car c'était le seul moyen pour lui de joindre les deux bouts. On parle de à peine 28 000. Ah oui, 25 à 28 000. Donc, pour pouvoir faire vivre une famille plus une maison, ça prenait plus que ça. C'est évident. C'est pourquoi je volais pour deux compagnies en même temps. Le 12 août 1999, Serge Gagné se lève à 6 heures du matin. Il complète 5 segments de vol pour Confortair le matin, des sauts de puce entre Sept-Îles, Rimouski, Wabush et Shefferville. Je commençais à être à terre. J'étais plus capable. J'avais plus d'énergie, plus capable de rien donner. Mais sa journée est loin d'être finie. En soirée, il vole comme copilote pour son autre employeur, le transporteur Régionnaire. 4 segments de vol entre Sept-Îles, Montjoly et Port-Meunier sur l'île d'Anticosti. J'avais vraiment une fatigue, presque extrême, parce que j'étais vraiment fatigué, plus capable, honnêtement. Là. Psychologiquement, là, je commençais à être à terre. J'étais plus capable. J'avais plus d'énergie, plus capable de rien donner. Il ne lui reste plus qu'à effectuer le vol de retour à Sept-Îles pour terminer sa journée après 18 heures de travail. Après la pause, des pilotes qui flanchent sous la pression de leur employeur. Si j'avais appelé pour dire que j'étais malade ou fatigué, mon employeur m'aurait menacé de me congédier.
Je devais faire ce vol. Je me sentais obligé de faire tous les vols prévus. J'étais constamment harcelé au téléphone par l'affectateur. Si le problème de la fatigue des pilotes d'avion semble plus ou moins pris au sérieux en Amérique du Nord, il en est tout autrement ailleurs dans le monde. Surtout dans des endroits éloignés où les heures de vol sont parfois très longues, comme par exemple en Nouvelle-Zélande. Nous nous sommes rendus compte, il y a 15 ans, qu'il y avait sûrement une meilleure façon de gérer la fatigue. Nous poursuivons notre enquête. Il est 23h30. Le capitaine Yvan Tremblay et son copilote Serge Gagné se préparent à partir à destination de Sept-Îles avec 2 passagers. Serge Gagné ne veut pas voler ce soir-là, tant le brouillard est épais, mais on ne lui laisse pas le choix. J'avais dit à mon capitaine que je n'étais pas intéressé de voler dans une météo comme ça. Puis lui, il m'a répondu il fait pas beau une fois par année ici, si tu penses qu'on n'ira pas jouer là-dedans. Il a dit Serge, on décolle. Donc on est parti. Pas de discussion? Pas de discussion, non. Pour votre sécurité, nous vous recommandons que celle-ci soit attachée durant tout De nombreux pilotes de petits transporteurs à qui nous avons parlé nous ont dit avoir subi des pressions de leur employeur. Oui, il y a de la pression sur les pilotes. Si c'est pas toi qui le fais, il y en a un autre qui va le faire de toute façon. Fait que décide. Oui, le pilote commandant à bord a toujours le droit de dire oui ou non à un vol, mais à quel prix? L'expression courante employée par les pilotes dans le milieu de l'aviation, c'est « fais pas de vagues ». Ne fais rien qui va engendrer des frais supplémentaires. Si tu le fais, même si c'est pour respecter les règles canadiennes de l'aviation, ça va nuire un jour à ta carrière au sein de cette compagnie. Écoutez, si un pilote n'est pas content de la façon qu'une compagnie pour laquelle il travaille, il peut le signaler. Aujourd'hui, il peut signaler ce genre de choses-là sans craindre des répercussions, ou il peut simplement aller travailler ailleurs. Mais en l'absence de lois protégeant les délateurs dans l'industrie aérienne, les pilotes qui se sont confiés à nous disent avoir peur de subir des représailles s'ils se plaignent. C'est exactement ce que Tom Luxenberger a vécu. Le pilote en chef savait que nous volions sur un avion non certifié dans des conditions de vol aux instruments. Je lui avais signalé, mais rien n'a été fait. Je lui ai constamment rappelé. Puis, on m'a rétrogradé. J'ai compris le message. Les rapports anonymes de la NASA font état du même problème aux États-Unis. De nombreux pilotes de notre compagnie ont été menacés de renvoi s'ils refusaient un vol parce qu'ils étaient fatigués. Dernière minute, si j'avais appelé pour dire que j'étais malade ou fatigué, mon employeur m'aurait menacé de me congédier. Je devais faire ce vol. J'étais extrêmement... Je me sentais obligé de faire tous les vols prévus. J'étais constamment harcelé au téléphone par l'affectateur. Plusieurs pilotes canadiens nous ont aussi confié avoir subi des pressions pour modifier le registre des heures de vol lorsqu'ils dépassent le maximum permis de 14 heures de service par jour. Les heures de vol ne sont pas toutes loguées. Moi, en ce qui me concerne, j'ai logué toutes quand même, parce que je voulais quand même garder une trace de toutes les heures que j'avais fait. Mais en temps normal, quand il arrive des situations comme ça, parce que tu as beaucoup dépassé, tu ne mets pas toutes les heures de vol. On fait des journées de 14 heures, mais en réalité, c'est beaucoup plus. On fait de la falsification de documents, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup plus. Mais sur papier, on respecte les règles. C'est illégal. Je ne peux pas croire que des compagnies sérieuses feraient ça. Écoutez, il y a 600 compagnies qui font du vol commercial au Canada. C'est certain qu'il y en a qui vont avoir des mesures, des pratiques plus ou moins louables, mais les compagnies, les grandes compagnies canadiennes, les compagnies bien établies n'agissent pas de la sorte. Cette falsification des heures de vol se passe dans le dos de Transport Canada.
Il est clair que nous ne voyons pas tout ce qui se passe. Et on ne peut pas garantir qu'on trouvera les coupables. Mais nous incitons les compagnies à mettre en place des systèmes de vérification pour que ce genre de choses soit plus difficile à cacher. En 2008, Tom Luxemburger en a eu assez. Il a changé de carrière et est devenu professeur au secondaire. Je m'ennuie de voler. Mais l'industriel ne me manque absolument pas. La situation est complètement différente à l'autre bout de la planète. Air New Zealand est presque unique dans le monde de l'aviation. Cette compagnie aérienne a décidé de s'attaquer directement aux problèmes des pilotes épuisés. Je m'appelle David Morgan. Je suis le directeur des opérations et de la sécurité à Air New Zealand. Je suis également chef pilote. La Nouvelle-Zélande est une destination éloignée. Rester éveillé est un problème et nous nous sommes rendus compte, il y a 15 ans, qu'il y avait sûrement une meilleure façon de gérer la fatigue. La grande différence, c'est la culture de l'entreprise. Il y a un climat de confiance entre les syndicats et la direction. Si les pilotes éprouvent de la fatigue sur un trajet précis, on les encourage à le signaler. Même s'il est patron, David Morgan est aussi un pilote qui effectue des vols réguliers. Aujourd'hui, il doit faire le trajet Auckland-Wellington, équivalent à un vol Montréal-Toronto. Le copilote avec qui il s'apprête à voler a déjà une longue journée dans le corps. Après avoir effectué 5 vols, parfois dans des conditions météo difficiles, les pilotes deviennent un peu fatigués. On doit s'entendre au sujet de la fatigue et sur les façons de réduire les risques pendant le vol, comme faire les choses plus lentement, par exemple. Ce climat de confiance existe car Air New Zealand ne se limite pas simplement à suivre les règlements du gouvernement. La compagnie a démontré aux employés qu'elle était prête à prévenir les problèmes. Si un vol semble particulièrement difficile pour plusieurs pilotes, elle effectue une analyse scientifique sur ce trajet problématique. And in the 15 years, we've probably done something in excess of 20 studies, and we've never not acted. En 15 ans, nous avons effectué plus d'une vingtaine d'études et nous avons toujours agi selon leurs recommandations. Ça peut vouloir dire modifier les quarts de travail, changer l'horaire d'un vol, ou même ajouter d'autres membres d'équipage. Ajouter un pilote gonfle les dépenses, mais Air New Zealand estime qu'il est essentiel de le faire et la compagnie est prête à annuler des vols au besoin. Si un pilote me dit « je ne peux pas voler parce que je suis épuisé », ma seule option, c'est d'annuler le vol. Même si ça va vous coûter cher? Oui, oui. Je ne peux pas mettre la vie des passagers en danger et mettre en péril la réputation de la compagnie. Après la pause, des catastrophes aériennes qui auraient pu être évitées. Et tu te rends compte, « Oh mon Dieu, j'ai oublié ce paramètre-là. » Tu te mets à concentrer sur l'autre. « Oh mon Dieu, j'ai oublié... Ça grossit, ça grossit, ça grossit. » T'accumules les erreurs. Là, je m'ai ouvert les yeux, j'ai regardé, puis il y avait un gros trou dans l'avion. Il n'y avait plus de pilote. L'équipage du vol 347 de Régionnaire prépare sa descente vers cette île. Mais le pilote Yvan Tremblay et le copilote Serge Gagné sont tous les deux épuisés et se mettent à faire une série d'erreurs. Minimum. T'es rendu tellement d'une fatigue extrême que tu contrôles plus vraiment la totalité de ton profil de vol. Donc, tu te concentres sur quelque chose et tu te rends compte, au bout de quelques secondes, oh mon Dieu, j'ai oublié ce paramètre-là. Là, tu te mets à concentrer sur l'autre. Oh mon Dieu, j'ai oublié. Donc, ce qui fait que de fil en aiguille, là, tu te ramasses comme une boule de neige, ça grossit. Puis, t'accumules les erreurs. Je me rappelle d'avoir fait mon briefing d'approche, puis 3 fois, lui, il me l'a changé. Non, regarde, on va faire telle chose, en changeant les attitudes et distance.
le commandant de bord décide d'aller bien en deçà des seuils minimums d'altitude, de vitesse et d'angle d'arrivée. La visibilité est seulement de 500 mètres. L'approche se fait à l'aveugle en utilisant les instruments de vol. Le genre d'approche qu'on a fait ce soir-là, c'était hors norme. On ne doit pas descendre dans des conditions météorologiques comme ça sans avoir une référence visuelle avec la piste. On n'aurait pas dû continuer, on aurait dû remettre les gaz. La piste est encore 2 kilomètres plus loin. Mais tout d'un coup, le commandant se rend compte avec horreur que l'avion n'est plus qu'à 30 mètres du sol et des arbres apparaissent. Là, à la dernière seconde, j'ai entendu dire « tabarnak », puis là, il a remis pleine puissance. Il a commencé à tourner l'avion, et puis c'est là qu'il était trop tard. T'as pas vraiment conscience de ce qui se passe. T'es juste comme un pantin, puis t'as rien d'autre à faire que de laisser aller. En fait, quand ça a arrêté de bouger, ben là, il fait noir, il y a de la boucane, t'es blessé. Moi, j'avais une fracture de la colonne. Sous la force de l'impact, le poste de pilotage s'est détaché du fuselage et repose sur le côté. Par miracle, les 2 jeunes passagers sont indemnes. Le petit m'a dit, on s'est écrasé, mais là, t'es tellement... Puis ça se peut pas. Puis là, je m'ai ouvert les yeux, j'ai regardé, puis il y avait un gros trou dans l'avion. Puis il y avait plus de pilote, il y avait plus de tableau de bord, il y avait plus rien. Là. Il y avait tellement de fumée épaisse que là, je me suis dit, non, c'est pas comme ça que je vais mourir avec 3 enfants. Fallait que je trouve un moyen de sortir de la Caroline. Les secours mettent 1 heure pour se frayer un chemin dans la forêt. Serge Gagné se retrouve en ambulance aux côtés de son commandant et ami, Yvan Tremblay. Tremblay meurt peu de temps après à l'hôpital de Sept-Îles. Depuis l'écrasement de Régionnaire, il y a 10 ans, une douzaine d'autres accidents sont survenus où le facteur de la fatigue a été soulevé. Au fil des ans, les autorités canadiennes n'ont rien changé, même si plusieurs voix se sont élevées, les incitant à s'attaquer au problème. À la demande de Transport Canada, le chercheur australien Drew Dawson a élaboré un système semblable à celui de la Nouvelle-Zélande pour aider les transporteurs aériens à gérer les risques reliés à la fatigue. Mais jusqu'à maintenant, le ministère n'a pas exigé que ce système soit adopté par l'industrie. Ces lignes directrices reposent depuis 2007 sur le site de Transport Canada, ignoré par la plupart des transporteurs aériens. Le Canada n'est peut-être pas le seul pays qui a jeté l'éponge. Il y a d'autres endroits où l'enthousiasme initial s'est estompé au cours des dernières années. Qu'est-ce que ça prendra pour que des changements surviennent? Certains disent qu'il faut que quelque chose mette fin à la complaisance. Il n'y a rien comme une carcasse en feu pour attirer l'attention. Ce qui est arrivé aux travaux du chercheur canadien Hal Weinberg en 2001 est encore plus étonnant. À la fin de son étude, commandée et payée par Transport Canada, il a émis 6 recommandations. La première et la troisième suggéraient que les limites d'heures de travail des pilotes soient modifiées pour tenir compte des rythmes circadiens, les effets dus au décalage horaire. Mais selon des courriels internes que nous avons obtenus, le directeur général de la sécurité aérienne de Transport Canada, à l'époque, a exigé que 4 des 6 recommandations soient retirées de l'étude, dont celle concernant les rythmes circadiens. Nous avons soumis ces recommandations et on nous a dit que certaines d'entre elles nécessiteraient plus de recherche. On a alors convenu de le faire à l'étape suivante, mais il n'y a jamais eu d'étape suivante. Vous disiez que les horaires des pilotes devraient tenir compte des effets du rythme circadien. Maintenez-vous ça encore aujourd'hui? Oui, je le maintiens, certainement. Ces recommandations sont en gros ce que nous demandons. Si elles avaient été adoptées au moment de ce rapport, nous serions bien plus avancés aujourd'hui. À l'époque,
Transport Canada n'a pas voulu agir à la suite de ces recommandations, confirme Martin Ely. Je crois que nous voulions avoir une meilleure compréhension du problème avant de se lancer dans un changement de règles. Y avait-il une crainte que ça coûterait trop cher à l'industrie? Nous avons toujours la responsabilité d'évaluer les coûts et les bénéfices de tout changement à la réglementation. Devant l'inaction du gouvernement et des transporteurs aériens, l'Association des pilotes d'Air Canada a décidé d'agir. Inspirée par la Nouvelle-Zélande, elle demande à ses membres de lui signaler les vols problématiques. Transport Canada told us on several occasions that there is no data on fatigue in Canada. Transport Canada nous a souvent dit qu'il n'y avait pas d'études sur la fatigue ici. Donc, nous avons lancé une recherche pour obtenir ces données. Et avec ça, nous pourrons prouver qu'il y a des problèmes de fatigue au Canada. On leur a dit qu'il n'y avait aucune raison de changer quoi que ce soit parce qu'il n'y avait pas de données ici. Ça a déjà été notre opinion, mais nous voulons maintenant aller de l'avant. Transport Canada vient donc de changer de direction et promet de consulter les pilotes et l'industrie. Mais il n'y aura pas de nouvelles règles sitôt pour limiter la fatigue. Si le Canada décide d'agir, il faudra au moins 2 ans avant que de nouveaux règlements soient adoptés. Serge Gagné, lui, continue de voler, mais il travaille maintenant pour un autre employeur. Il ne vit plus l'énorme pression qu'il a connue avec Régionnaire et Confortair, 2 transporteurs qui ont cessé leurs opérations depuis. Il n'y a personne qui est intéressé à aller à une fatigue extrême. Il n'y a personne qui est intéressé non plus à aller à se faire mal ou avoir un accident. C'est plus la culture de l'entreprise qui fait en sorte que tu en arrives là. Aux États-Unis, ce sont des changements à la culture de toute l'industrie aérienne que réclament les familles des victimes de l'écrasement de Colgan Air. 1 an après la tragédie, près de 1000 personnes ont manifesté à Buffalo. Kathy Johnston et ses enfants y étaient. We walked to honor our loved ones, but we marched for aviation safety. Mes filles et moi, nous aurions pu nous recroqueviller, simplement laisser tomber. Mais non, nous avons continué à pousser pour l'amélioration de la sécurité des passagers. Cette manifestation n'est pas seulement pour les familles des victimes, c'est pour tous ceux qui prennent l'avion. Toutes ces pressions publiques ont commencé à avoir un impact. Le Sénat américain vient d'approuver un projet de loi qui s'attaquera, entre autres, à la fatigue des pilotes. Mais il aura fallu un accident et 50 victimes avant que les législateurs décident d'imposer de nouvelles règles à l'industrie aérienne.